bienvenue aux Rencontres Carbone organisées par la Factory du groupe La France Agricole. Décarboner l'agriculture, de quoi s'agit-il? Eh bien, sous ce terme générique de la décarbonation, on va bien entendu parler de dioxyde de carbone, mais également de méthane et de protoxyde d'azote. Autrement dit, comment produire tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors l'objectif pour la France, comme l'Union européenne, c'est celui de la neutralité carbone d'ici à 2050. Si le résultat de l'équation est sans équivoque, les paramètres pour y parvenir, là, sont nettement plus flous. Comment, par exemple, améliorer sa performance environnementale sans toucher à sa performance économique sur une exploitation? Comment s'y prendre aussi pour valoriser ces bonnes pratiques? Comment les financer? Alors en 2018, la France a lancé le label bas carbone en vue de certifier et valoriser les projets bas carbone. Mais qui paye tous ces changements pour le moment dans l'assiette du consommateur? Bien souvent, le plus souvent, c'est encore l'agriculteur. Alors moins de 0,1% en effet des crédits carbone mondiaux sont générés par le secteur agricole. La Commission européenne, enfin, devrait présenter un cadre réglementaire pour la certification des projets bas carbone d'ici à la fin 2022. En attendant, faut-il se lancer dans ces démarches bas carbone et dans leur valorisation? Et on en parle tout de suite avec nos 5 experts. Moi, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Élise Bourmeau. Vous êtes directrice conseil agriculture et bioéconomie au sein du cabinet Greenflex et vous êtes à l'origine également d'une étude commandée par le ministre de l'Agriculture remise en début d'année avec des propositions sur la manière d'accélérer la décarbonation de l'agriculture. À vos côtés, nous recevons aujourd'hui Anaël Bibard. Vous êtes président de l'association Climat Agriculture Alliance en français. Vous avez lancé l'interprofession du carbone en agriculture pour, disons, rendre plus lisible ce cadre encore tâtonnant de la finance bas carbone. François Dufour, vous êtes pour la région Ouest, coordinateur filière et environnement chez Corteva Agriscience, spécialisé dans la production de semences agricoles. Et vous êtes également agriculteur. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter des solutions Corteva pour favoriser la transition environnementale sur une exploitation. Nous avons également la chance de recevoir aujourd'hui Émilie Hall. Vous êtes responsable oléose chez Cepol, une filiale du groupe Avril. Et en décembre 2019, vous avez lancé une solution pour permettre aux agriculteurs de valoriser leurs graines oléagineuses durables. On en parle dans quelques minutes. Enfin, à vos côtés, Katia Sanson, vous êtes conseillère en production végétale pour la Chambre d'agriculture de l'Oise. C'est un peu vous qui nous recevez aujourd'hui dans les locaux d'Isagri. Vous avez en charge de réaliser sur le terrain les fameux diagnostics bas carbone. Et on va vous parler, mais aussi de la façon dont tout ça est perçu sur le terrain. On en parle dans quelques minutes. Cet échange va durer une quarantaine de minutes. À l'issue de ce débat, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Alors on met tout de suite place au débat et on commence avec vous, Élise Bourmeau. Avec cette première question, vous travaillez donc au sein du cabinet conseil Greenflex et vous avez été sollicité par le ministère de l'Agriculture pour travailler sur la question bas carbone dans le secteur. Alors qu'est-ce que vous a demandé le ministre de l'Agriculture précisément sur ce travail-là ? Eh bien, en fait, bonjour à toutes et à tous. Le ministère et le ministre en particulier souhaitaient savoir comment accélérer l'atténuation du changement climatique en agriculture. Et on entend par atténuation 2 leviers. Vous allez voir pourquoi à travers cette diapositive. Parce que l'agriculture, finalement, émet des gaz à effet de serre et est le 3e secteur le plus émetteur, à la fois en France et dans le monde, derrière les bâtiments et le transport. Et en même temps, l'agriculture, par rapport aux autres secteurs, diffère puisqu'elle a la capacité de séquestrer des gaz à effet de serre à travers un phénomène naturel absolument formidable qui a permis la vie sur le terre, qui est le phénomène de la photosynthèse, puisque les plantes captent le CO2 pour transformer les éléments minéraux, l'eau et le CO2, en molécules organiques qui constituent le vivant. Et ce faisant, l'agriculture est à la fois cause et solution. Elle est également victime. Et victime aux premières loges, puisque l'agriculteur travaille avec la nature et pas contre la nature. Et il est le premier victime, bien souvent, des aléas climatiques. On le voit depuis plusieurs années maintenant, hélas, avec des phénomènes qui se répètent et qui s'intensifient en gravité, gel, sécheresse, inondation, érosion des sols. Et ceci s'explique, hélas, maintenant c'est prouvé, par le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Et donc l'intérêt du ministre,
ministre était de dire le label bas carbone a été lancé en 2018, l'initiative 4 pour 1000 en 2015 lors de la COP 21. Donc la France n'est pas en reste dans la prise de conscience et dans le lancement d'initiatives, mais il faut accélérer parce qu'on est en retard. D'abord parce que l'agriculture reste le troisième secteur émetteur et il faut accélérer. Et donc, comme on le voit ici, si on parle maintenant aux consommateurs, ça a des répercussions très fortes sur l'empreinte carbone du consommateur. Il n'y a pas que l'agriculture, puisque l'empreinte carbone des Français, un quart de cette empreinte carbone est représentée par notre alimentation. Et dans ce quart, 66% par la production agricole elle-même. Donc on voit le lien intrinsèque très fort entre l'empreinte carbone du Français moyen et le rôle de l'agriculture. Alors il faut accélérer, mais en même temps la France était pionnière, notamment sur le label bas carbone. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre rapport, la France n'a pas à rougir de son bilan. Ça fait partie de vos principales conclusions. Est-ce à dire finalement que la France est aussi bonne élève en matière de bas carbone alors ? Oui, alors en fait, ce qu'on a voulu dire à travers ça, c'est que la prise de conscience en France est sans doute pionnière. Que c'est à travers l'initiative 4 pour 1000 lors de la COP 21, puis à travers le label bas carbone, la France qui a pris le leadership européen et international sur cette question du carbone agricole, rappeler, clairement. Et donc ça, on ne peut que le saluer. Du côté des agriculteurs, on n'a pas attendu de leur parler de ça pour qu'ils expérimentent et qu'ils n'oublient pas l'agronomie. Donc, bien sûr, ils doivent faire avec les composantes du marché, avec les composantes environnementales, avec les composantes techniques, avec leur formation, mais ils expérimentent régulièrement. Et en France, il y a des agriculteurs qui ont expérimenté l'agriculture de conservation bien avant la naissance de ces labels ou de ces initiatives. Il y a des agriculteurs qui ont qui sont restés dans une logique de fertilisation organique de leur sol pour boucler le cycle du carbone, de l'azote et du phosphore, aussi dans un intérêt économique. Et donc, on ne part pas de rien. Et puis en France, on a l'INRAE quand même, qui est reconnu mondialement avec ses chercheurs et qui est à l'origine d'ailleurs de cette première étude du 4 pour 1000. Donc la France n'a pas à rougir. Néanmoins, vu l'enjeu, je dirais comme tous les secteurs, elle doit retrousser ses manches, d'où la question du ministre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les freins ? Quels sont les leviers pour accélérer et amplifier, pardon. On a aussi des agriculteurs-chercheurs, puisque vous parlez des chercheurs à l'instant, qui eux-mêmes cherchent sur le terrain. Alors dans le même temps, Elise Bourmeau, vous indiquez la France doit quand même revoir sa stratégie carbone. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi justement il n'y a pas cette accélération ? Quels sont les freins aujourd'hui ? Alors, deux choses. D'abord, la France doit revoir sa stratégie bas carbone, la SNBC, donc on est déjà à la version 2. Probablement, il va y avoir une version 3 prochainement. Puisque... Qui ne concerne pas seulement l'agriculture, SNBC, si seulement ? Non, elle concerne tout. L'élève France doit revoir sa stratégie bas carbone et sectoriellement, chaque secteur doit prendre sa part. Et comme on a vu que c'était le troisième secteur émetteur, l'agriculture doit prendre sa part, avec la particularité, encore une fois, qu'elle doit à la fois réduire ses émissions et en même temps, elle a la formidable opportunité d'aider à séquestrer du carbone par le mécanisme de la photosynthèse. Et donc, pourquoi elle doit revoir sa copie ? Parce que, cela vous a sans doute pas échappé, il y a eu l'annonce du Green Deal, qui est concomitant de la crise du Covid, qui a permis de rappeler d'ailleurs un point très important, que le climat et la biodiversité étaient liés. Et donc, les solutions, elles sont à la fois dans le vivant pour sauver le vivant. Et par rapport à ça, le Green Deal, il a implémenté, il a voulu, lui, accélérer, en révisant à la hausse plusieurs objectifs de l'Union européenne. Le premier d'entre eux, c'est la réduction des émissions pour atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050. L'Europe s'est renforcée son objectif de réduction des émissions pour passer de 40% à 55% de réduction en 2030. Donc c'est un objectif moyen terme qui arrive quand même vite, avec donc 15 points de plus à aller chercher. Et dans ces 15 points de plus, l'agriculture doit prendre sa part. Et donc dans la stratégie nationale bas carbone, version numéro 2, qui est apparue avant cette annonce du Green Deal, elle n'embarque pas ce nouvel objectif. Donc rien que pour cette raison, il faut la réviser. Deuxième chose importante, c'est qu'à l'occasion du Green Deal, l'Union européenne a annoncé un nouvel objectif qui concerne le secteur primaire, donc forêt, agriculture, océan, qui vise la neutralité carbone en 2035 pour ce secteur. Justement, partons du principe que ce secteur a comme immense levier la capacité de séquestrer, donc de puiser des émissions de CO2 qui restent dans l'atmosphère. Oui, donc là on comprend en tout cas par rapport à tout ce que vous dites que c'est pas simple en tout cas en tant qu'agriculteur de se positionner face à ça. Parce qu'il y a eu plusieurs stratégies qui se mettent en place. Aujourd'hui il faut se dire quoi ? C'est 2030, 2050 ?
Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire quand on est agriculteur, je pense, mais les agriculteurs le savent mieux que moi tous les jours, c'est qu'il est plus urgent que jamais de refaire de l'agronomie pour, avant même d'atténuer, enfin, d'avoir un effet sur l'atténuation climatique, déjà s'adapter. Oui. On sait que la résilience du système agricole et des sols viendra du fait qu'ils sont notamment bien pourvus en matière organique. Oui. Et avant de s'intéresser au climat, on le sait depuis toujours, mais on a eu tendance un peu à l'oublier. Oui. De la matière organique dans les sols, ça permet à un sol d'être moins compact, d'être plus aéré, d'avoir plus de vie, de retenir l'eau, d'être un lieu de biodiversité. Et un sol comme celui-ci ne permettra peut-être pas de battre des records de rendement agricole, mais permettra d'éviter des chutes de rendement agricole et des effets en yo-yo dus à ces nouveaux aléas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà vu comme une solution, ce sol. Alors, on va justement marquer un temps d'arrêt avec vous, Katia Sanson. Je rappelle que vous êtes conseillère en production végétale au sein de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Et pour bien saisir, dès le départ, les enjeux de la décarbonation, en termes de pratiques durables, quand on dit réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une exploitation, on appuie précisément sur quel levier? Ce serait simple si c'était un levier. Voilà, ce serait simple s'il n'y avait qu'un seul levier. Il se trouve qu'en fait, il y en a plusieurs. Et pour les grandes cultures, les leviers les plus efficaces, c'est d'abord jouer sur la fertilisation minérale, c'est-à-dire qu'il faut drastiquement diminuer le recours à la fertilisation minérale pour privilégier celui de la fertilisation organique, pour justement, comme on l'a dit, apporter de la matière organique au sol, parce que c'est ce qui va permettre au sol de vivre. Donc là, on parle de levier carbone, mais en fait, je vous parle plutôt de levier d'agronomie, de vie du sol, fertilité du sol, de fonctionnement de la terre, en fait. Donc c'est baisser la fertilisation minérale, alors ça va être... C'est pas forcément facile en grande culture, mais c'est introduire ou allonger le temps de présence de prairies temporaires. Mais là se pose la question de comment on rentabilise une prairie temporaire quand on est exploitant en grande culture. Ça va être aussi d'introduire des légumineuses, justement dans l'idée de baisser le recours à la fertilisation minérale, tout en sachant qu'une légumineuse pure, ça peut émettre du protoxyde d'azote. Donc derrière, il faut gérer les couverts d'interculture qu'on va mettre après une légumineuse. Vous voyez, c'est pas hyper simple. Mais c'est faisable. C'est faisable, notamment en appuyant extrêmement fort sur le levier fertilisation minérale. D'accord. Et alors, même question cette fois-ci pour le stockage carbone. Alors, le stockage carbone, c'est un peu lié aussi, c'est-à-dire qu'il faut apporter de la biomasse, de la matière organique au sol. Et donc, c'est restituer au maximum les pailles des céréales sur le sol. C'est aussi de faire des couverts quand on n'en fait pas beaucoup et surtout de faire des gros couverts, donc énormément de biomasse qu'on restitue au sol toujours pour apporter de la matière organique. Et donc, je réitère, apporter de la matière organique de type fumier, etc., ça permet aussi de permettre la vie du sol et donc un meilleur stockage carbone. Alors, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez justement aujourd'hui? Est-ce que ces pratiques durables sont déjà adoptées et qu'il n'y a plus qu'à les valoriser finalement ou Sur le terrain, il n'y a pas un agriculteur, donc on a de tout. Oui. Il y a quand même énormément de gens qui ont bien compris depuis longtemps que pour avoir un sol qui fonctionne et donc des cultures en bonne santé, il faut effectivement jouer sur l'agronomie. Donc les couverts, c'est une pratique qui est déjà utilisée par tout le monde, à plus ou moins forte échelle, mais il y en a quand même certains qui ont cette idée, cette envie de favoriser un sol. On parlait d'agriculture de conservation, c'est tout à fait ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont labellisés agriculture de conservation, mais il y a quand même énormément de personnes qui ont commencé à mettre le doigt là-dessus en se disant « je ne vais pas faire qu'une moutarde ». Je vais faire des mélanges parce que je sais que derrière, pour la structure du sol, c'est intéressant, etc. On ne pense pas carbone, on pense agronomie. Et donc, ces gens-là sont déjà impliqués, effectivement. Mais après, il y a toujours des gens qui ne sont pas encore dedans. Et quand ils entendent parler carbone, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que le carbone, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'on va m'imposer de faire des choses ou pas, sachant que derrière, il y a toujours la réflexion de « je suis une entreprise ». Certes, je suis tout seul, mais je suis une entreprise. Il faut quand même que derrière, ça reste rentable pour moi, tous ces changements qu'on pourrait me proposer. Effectivement. Et mes questions extrêmement naïves, je l'ai perdu, ma question, justement. Non, si, simplement, c'est parce que vous disiez à l'instant, est-ce qu'on peut être en conventionnel ou en bio et faire du bas carbone, en fait? Oui.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui se découle des études, alors on est au tout début du sujet, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais a priori, c'est plus facile de stocker facilement du carbone quand on est issu du conventionnel que du bio, parce qu'on peut plus facilement dire je restitue toutes mes pailles et je fais des très très gros couverts, parce qu'on a des solutions un peu plus faciles pour gérer derrière qu'un bio. Mais c'est tout à fait possible aussi en bio de stocker du carbone. Enfin, il n'y a pas un agriculteur qui a le moyen de dire « moi, je ne peux pas être concerné parce que mon système ne correspond pas à ce qu'il faudrait pour stocker du carbone ». Oui, donc tout le monde peut se lancer, en fait. Alors, on va poursuivre avec vous. François Dufour, vous êtes coordinateur filière et environnement pour la région Ouest chez Corteva Agriscience. Vous êtes aussi agriculteur. Alors, à Corteva, vous souhaitez faire de vos solutions un levier de la transition environnementale. Alors, quels sont vos engagements aujourd'hui en la matière ? Alors oui, Corteva du coup est une société qui développe des solutions de protection des cultures, de semences, des biosolutions. Et aujourd'hui, on s'intéresse à tout ce qui touche le métier de l'agriculteur de près ou de loin, pour être toujours s'accorder avec ses besoins. En matière de développement durable, Corteva a émis des objectifs de développement durable avec une sensibilité au carbone. Le premier est plutôt justement sur les activités de Corteva, sur la diminution des gaz à effet de serre en termes de production et de nos activités. Ça c'est le premier, mais là ce qui va nous concerner un peu plus, c'est comment accompagner en fait les agriculteurs dans justement la diminution des gaz à effet de serre et augmenter le stockage. Donc c'était ces deux objectifs qu'on souhaite aussi développer en collaboration avec les agriculteurs. Et ça faisait partie, excusez-moi, du rapport de Greenflex, le problème de formation et d'information autour de ces nouvelles pratiques. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Et ça va passer par beaucoup de tests, de travail, d'expérimentation, aussi bien au niveau des itinéraires culturaux, en regardant comment on intègre nos solutions dans des itinéraires culturaux à vocation bas carbone. En l'occurrence, l'idée c'est d'avoir un indicateur supplémentaire dans la caractérisation de nos solutions. Et puis ensuite, on a une autre partie, on a des solutions qui sont directement liées à des leviers qui permettent de limiter par exemple la fertilisation minérale, auquel on pourra revenir par la suite si vous le souhaitez. Donc, justement, c'est très intéressant. Poursuivez sur les solutions que vous proposez. Ok, très bien. Donc, si je reprends du coup un peu le détail au niveau des itinéraires culturaux, je vais prendre l'exemple du colza, qui est une culture qui a la faculté de stocker énormément de biomasse, de CO2 pardon. On a regardé comment on pouvait intégrer nos solutions dans ces itinéraires culturaux en intégrant forcément des plans de campagne et tout en évaluant du coup le côté limitation des gaz à effet de serre. Ça c'est vraiment une approche globale au niveau de l'itinéraire. Et ensuite, on a des leviers plutôt produits. Alors, deux solutions qui ont été une qui a été récemment mise en marché qui s'appelle Utricia. En fait, c'est une autre forme d'azote qu'on peut apporter à la plante, qui a la capacité de fixer l'azote de l'air. Donc aujourd'hui, on a une stratégie de pouvoir déplafonner un peu les rendements et d'aller chercher un peu plus de stockage. Demain, le travail sera vraiment de modéliser la quantité d'azote qu'on pourra du coup la quantité d'azote minéral qu'on pourra apporter en moins afin d'être plus en adéquation avec les objectifs bas carbone, quoi. Mais on sait tous que le pas de temps agricole est pas le pas de temps il est long. Oui. Ça n'a pas de temps long. Donc ça prend du temps, des années d'expérimentation. Donc voilà. Et du coup, après, on a d'autres solutions en développement qui est un inhibiteur de nitrification. Donc là, c'est reconnu d'ailleurs dans certaines méthodes, les méthodes de label bas carbone, qui a la vocation du coup de stabiliser l'azote dans le sol et de réduire en premier lieu le lessivage des nitrates. Donc ça, c'est un co-bénéfice qu'on pourrait avoir avec l'utilisation de ce type de produit et aussi de limiter du coup les émissions de protoxyde d'azote qui sont du coup assez reconnues dans les méthodes label bas carbone, quoi. Donc entre la sobriété et la science face à la réduction de bas carbone, a priori quand même la science l'emporte là ?
on peut trouver des leviers et des moyens pour pouvoir avancer. L'objectif, le carbone n'est pas forcément une finalité en soi dans le développement des solutions. C'est un indicateur supplémentaire à regarder quand on développe les solutions. Donc l'idée, c'est pas de limiter la production pour faire une rémunération carbone, mais de tout concilier pour avancer, quoi. Alors parmi les freins soulevés, vous l'avez dit tout à l'heure, Élise Bourmeau et vous aussi, Katia Sanson, c'est le problème de la viabilité. Le secteur agricole, et ça je cite Greenflex, le secteur agricole peine à trouver un modèle économique viable lui permettant un déploiement plus massif des dispositifs d'atténuation carbone. Alors François Dufour, justement, est-ce qu'un agriculteur perd en productivité sur son exploitation s'il a recours à vos solutions ? Non, j'allais dire non. Le premier objectif, c'est bien ça, c'est de maintenir la productivité tout en pouvant du coup intégrer cet aspect carbone. Ça va avoir forcément d'autres impacts. Il ne faut pas oublier la qualité de l'eau, les enjeux biodiversité. L'idée, c'est d'amener tout ça et de pouvoir en faire du carbone, du coup, de ces solutions, un levier pour la transition bas carbone. Mais on ne va pas limiter la production pour justement avoir juste une rémunération carbone. Ouais, alors qu'est-ce que vous vouliez dire exactement, Élise Bourmeau, dans ce rapport Greenflex sur cette viabilité? On voit que c'est possible finalement, mais ce n'est pas répandu, c'est ça ou... Non, alors, la faisabilité technique, elle est là. Ouais. Il y a encore à trouver des leviers face à des impasses. Parfois, on est obligé d'arbitrer entre biodiversité et carbone. Si on parle par exemple des protéagineux qui sont très malades avec la phanomycèse, les agriculteurs le constatent. Donc si on veut développer les protéagineux et en même temps répondre à l'enjeu carbone sans traiter, ça va être compliqué d'arbitrer entre biodiversité et climat. C'est une première chose. Ensuite, quand on parlait des modèles, c'était plutôt que le ministère nous demandait de regarder les dispositifs rémunérateurs d'un marché qui est relativement nouveau, que vous avez cité en introduction, qui est le marché des crédits carbone volontaires. Et ce qu'on a voulu dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on fait le constat à travers ce rapport qu'après on ne l'a pas pondu dans des bureaux, on est allé interviewer des gens, des agriculteurs, des opérateurs, tous les intermédiaires, que l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer sur le marché des crédits carbone volontaires en France. D'abord parce que le label bas carbone, il n'est qu'en 2018. Ensuite, parce que les systèmes internationaux étaient antérieurs et parce que ces systèmes coûtent moins cher. C'est-à-dire que les crédits carbone volontaires à l'international coûtent entre 7 et 10 euros la tonne, quand ils coûtent entre 30 et 100 ou plus de 100 en France avec le label bas carbone. Ouais. Simplement, on n'est pas du tout dans le même marché, parce que dans un cas, on est vraiment sur de la compensation à distance et pas dans sa chaîne de valeur, et dans l'autre cas, on est dans sa chaîne de valeur et on contribue en ayant des co-bénéfices, c'est un mot qu'on citait beaucoup des parties prenantes ici présentes, et ça me réjouit parce qu'en fait, je trouve que l'aspect co-bénéfice du label bas carbone n'a pas été assez, sans doute, mis en avant, d'où cette idée dans les solutions d'aller marketer l'offre française, parce qu'on l'a dit, mettre de la matière organique dans les sols, 1, c'est bon pour le climat, 2, c'est bon pour l'eau en quantité et en qualité. En période de sécheresse, la matière organique, c'est une éponge, donc ça pompe l'eau et ça la relargue quand il faut. En qualité, parce que le sol bien pourvu en matière organique a un pouvoir épurateur. Et donc, finalement, ce qu'on a voulu dire plutôt par là, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'offre et la demande ne se rencontrent pas sur ces crédits carbone volontaires, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui compensent leurs émissions, elles peuvent le faire pour beaucoup moins cher à l'international, et quand elles en ont beaucoup à compenser, elles vont plutôt choisir, du fait des budgets, ce qui leur permet de compenser à moins cher, premièrement. Et deuxièmement, les crédits carbone internationaux qui sont certifiés par des systèmes qui ne sont pas ceux du label bas carbone et qui ne sont pas encadrés par un label d'État, comme est un décret, comme l'est le label bas carbone, ces systèmes-là, aujourd'hui, ils permettent d'inscrire à l'actif du bilan des entreprises ces achats de crédits carbone comme un investissement. Et donc, ça ne vient pas déprécier le bilan. Donc, vous imaginez bien, pour une entreprise cotée, l'impact. Alors que quand on achète des crédits du label bas carbone, en fait, c'est une charge. Donc, ça va au passif du bilan. Et en plus, on envoie les résultats pour pouvoir dire « j'ai contribué ». Nous, on préfère ce mot-là chez Greenflex. « J'ai contribué à compenser X milliers de tonnes de carbone après avoir réduit mes émissions », eh bien, je ne peux le dire ou l'afficher pratiquement que 5 ans après. Alors, on peut commencer à en parler, mais on ne peut pas le faire valoir. Et ça vient déprécier le bilan. Pour toutes ces raisons-là, on constate que l'offre et la demande ne se sont pas rencontrées. Pas encore.
justement. Pas pour massifier. Alors, ils se sont rencontrés, je vous rassure, il y a des gens qui ont réussi, qui se sont lancés, et c'est les pionniers qui ont toujours raison. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs, pour montrer les choses qui fonctionnent. Comment valoriser justement ces pratiques agricoles durables. Émilie Hall, vous êtes responsable Oleos chez Cepol, la filiale du groupe Avril. Et en décembre 2019, vous avez lancé une solution pour permettre aux agriculteurs de valoriser leurs graines oléagineuses durables. Ça s'appelle Oleos. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il? Oui, bonjour à tous. Oleos, donc c'est la solution de Cepol qui est destinée aux agriculteurs et donc en direct ou via leur organisme stockeur pour donc valoriser ces pratiques. En fait, l'idée, quand on est un agriculteur, c'est de renseigner l'ensemble des étapes de l'itinéraire technique de sa graine de colza ou de tournesol. Et nous, derrière, on a la capacité de calculer les émissions, d'une part liées à la culture, et l'aspect stockage de carbone aussi lié à l'ensemble de la mise en œuvre des pratiques qui ont été est déjà énoncé un peu plus tôt. Et grâce à ça, on obtient un score d'émissions de gaz à effet de serre que Cepol est en mesure de valoriser sur les marchés des biocarburants. Donc, en adressant un biodiesel à un client qui est un pétrolier pour Cepol, nous captons une valeur. Nous sommes ensuite capables de recascader jusqu'à l'amont agricole et ainsi du coup rémunérer ces pratiques. D'accord, mais alors pour l'agriculteur, en termes de rémunération, ça donne quoi au final en plus? Alors aujourd'hui, on peut le chiffrer en euros la tonne. Pour le meilleur des profils, on va être à 50 € la tonne de colza de bonus gaz à effet de serre. Ce n'est pas une logique on-off. On peut avoir des bonus avec des niveaux intermédiaires en fonction du stade un peu de mise en œuvre des pratiques à l'échelle de la rotation. Donc on a des bonus qui vont de quelques euros jusqu'à 50 € la tonne. Alors combien d'agriculteurs utilisent cette solution aujourd'hui? Alors aujourd'hui, entre les agriculteurs qui sont venus en direct sur Oleos et les agriculteurs qui ont choisi de commercialiser via leur organisme stockeur, on est autour de 2000 agriculteurs qui ont pu bénéficier d'un bonus GES. Oui, c'est déjà beaucoup. Et c'est quel type de profil? Alors, au moment du lancement, nous, avec Oleos, ciblons les agriculteurs un peu pionniers, ceux qui avaient déjà réfléchi à leur itinéraire technique et à leur rotation et qui donc avaient déjà mis en place ces pratiques-là. C'est ces agriculteurs-là que nous avons touchés en premier. Et ensuite, le fait de médiatiser et de sortir un peu d'une logique d'écologie punitive et d'aller sur la valorisation de ce que vous faites, c'est bien. Ça permet en fait de stocker du carbone et indirectement de lutter contre le changement climatique. On le valorise, on y associe une image positive et en fait ça a permis à d'autres de prendre, on va dire, le train en marche, d'initier des changements et de rejoindre la démarche. Donc tout le monde peut tout le monde peut le faire solution. et c'est pas un cahier des charges précis qu'il faut appliquer. C'est vraiment dites-nous ce que vous faites et nous on sera en mesure de calculer votre score GES et ensuite d'y attribuer une prime. D'accord. Alors Émilie, là on est plus sur de la transition énergétique. Est-ce que chez Cepol on bosse aussi sur la transition alimentaire? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la majeure partie de la valeur vient de cette chaîne de valeur avec un débouché énergie où nos clients sont les pétroliers. On travaille aussi, et via le projet Olatéine, donc d'une usine qui est en train de se lancer à Dieppe, pour avoir la même démarche côté alimentaire avec la valorisation de la protéine issue donc, des graines de colza à destination alimentaire. Et donc, en fait, notre idée et notre mission, c'est de pouvoir alimenter les transitions, qu'elles soient énergétiques ou alimentaires, et à chaque fois de capter du coup cette valeur et de la recascader jusqu'au niveau de l'agriculteur. Et ça, ce serait prêt quand? L'usine démarre là, et du coup, nous sommes prêts à agir dès demain sur la filière alimentaire. Très bien. Alors on poursuit avec vous, Anaël Bibar. Merci d'avoir patienté. Vous êtes président de la première interprofession du carbone en agriculture. Vous êtes aussi le fondateur de FarmLeap, on le voit sur votre t-shirt. Vous dites avoir souhaité répondre à travers cette association à l'un des freins soulevés justement par le cabinet Greenflex dans son rapport, à savoir le manque de lisibilité sur ce marché carbone. Alors racontez-nous comment déjà vous avez initié Climate Agriculture Alliance. Alors cette alliance de l'agriculture pour le climat, déjà elle est née d'une prise de conscience des entrepreneurs qui travaillaient avec le monde agricole. Et cette prise de conscience, cette image, elle peut la résumer, c'est le potentiel qu'a l'agriculture
pour impacter justement sur le climat. On voit, ça c'est un champ d'éoliennes, surtout dans cette région, on en voit quand même pas mal. 12 éoliennes, les classiques, 2 MW par éolienne, ça économise, selon France Énergie Éolienne, donc c'est leur chiffre, environ quasi 2 tonnes de CO2 par éolienne et par an. Un champ de moins de 19 hectares conduit en ACS, en agriculture de conservation des sols, là, avec justement des gros couverts, des couverts agronomiques ligneux qui vont stocker du carbone, qui vont être conduits avec très peu de travail du sol et autres, semi-direct, culture intermédiaire. Si on prend juste les chiffres de l'INRAE, c'est équivalent en termes de bénéfices pour le climat, voire très légèrement supérieur pour ça, avec zéro investissement. Oui, en investissement initial, ça va être des millions d'euros, ça va être un semoir qu'on peut louer à son voisin en plus. Donc, ou prendre en ETA. Donc techniquement, il y a un potentiel avec une clé activable très rapide. Donc ça, c'est déjà une prise de conscience de ces entrepreneurs. Alors on est parti Donc ça, ce sont 9. tous les membres de l'Interpro, c'est ça. Donc c'est une proto-interprofession, un embryon d'interprofession du carbone agricole. Et l'industrie est en train de se mettre en route, de se lancer. Et donc, on commence à voir apparaître des choses, des entreprises beaucoup plus proches de l'agriculteur sur soit la plateforme pour saisir ces données, collecter les données des autres outils pour rentrer et calculer combien on va émettre, stocker, émettre en moins, séquestrer en plus ou en moins. Après, des porteurs de projets, ce sont des gens qui, eux, vont déposer des méthodes, vont mettre en place des projets collectifs. Un agriculteur ne pourra pas porter tout seul son projet, parce qu'il va falloir choisir la méthode, labelliser avec un organisme de certification, faire des échanges avec le régulateur, soit le ministère, soit d'autres programmes qui existent depuis déjà plus de 20 ans, depuis le protocole de Kyoto. Et après, des gens qui vont plutôt aller vers la commercialisation, parce qu'il y a une grosse différence quand on produit du grain, c'est un marché physique. On peut dire l'indice de Schupp-Berg d'un blé, on peut dire un taux de sucre d'une pomme, on peut dire la coloration et la mesurer de manière très claire, très nette. Donc c'est un marché physique, il n'y a pas de problème de confiance. Alors que sur un marché d'un immatériel, oui. c'est du gaz, c'est très gazeux, c'est du CO2, mais là on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne peut pas le... Donc il faut avoir confiance pour l'acheteur. J'aurais bien quelqu'un qui a stocké du carbone parce que j'ai payé de l'argent. Confiance pour le producteur, il y a bien quelqu'un qui va m'accompagner sur la durée. Confiance du porteur de projet, je trouverai un acheteur qui paiera et la boîte qui fait le porteur de projet ne va pas couler. Parce que sinon, si elle ne trouve pas d'acheteur, le modèle économique va s'effondrer, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça commence à structurer, et c'est pour ça qu'entre partenaires, vous voyez, il y a des liens entre les startups qui apparaissent, entre partenaires et ou concurrents. On a commencé à s'auto-réguler, à dire, écoutons, il y a des méthodes, on a entendu parler de labels bas carbone, les labels domestiques, il y a des labels internationaux, il y a d'autres labels, et ça, tous ces labels, il faut que l'acheteur se dise, quand j'achète, quel que soit le label, parce qu'ils peuvent être produits au même endroit, et ça fait des années que c'est comme ça, il n'a pas déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Plus de transparence là-dessus. C'est ça. C'est le point essentiel, cette confiance. C'est vraiment le point important. On voit apparaître justement à l'écran une étude que vous aviez réalisée qui vous a amené à créer cette Interpro. Oui, vous pouvez nous en parler ? C'est une étude qu'on a lancée avec une école d'agronomie, Purpan, et une banque Banque Populaire Occitane, qui soutient Farm Libre depuis déjà pas mal d'années sur les modèles d'accompagnement des agriculteurs sur la performance économique. Et on s'est intéressé à la performance économique liée au carbone. Et on a interrogé plus d'une centaine d'agriculteurs. On a commencé par des enquêtes quali, puis des enquêtes quantiques, comme d'hab. Et là, ce qui est ressorti, c'est que vraiment, quasi tous les agriculteurs, 84%, sont prêts à se lancer, quoi. Ils ont déjà mis en place des pratiques, ils font quelque chose. Ça ne les choque pas d'aller dans cette direction. Après, si on leur dit, tiens, est-ce que tu es prêt à le faire cette année, le bilan ? Oula, là déjà, on passe à 30%, il y a quand même un petit doute. Et puis après, est-ce que vous avez assez d'informations, assez de connaissances ? Là, on chute à quasi rien du nombre d'agris qui pensent qu'ils sont assez informés, assez en connaissance du sujet pour se lancer de manière effective. Donc on a moins de 2% des agriculteurs aujourd'hui qui sont engagés dans une démarche carbone. Si on cumule tous les programmes, on doit être à 2500 environ en crédit carbone.
et environ, alors moi j'avais des chiffres un peu plus élevés pour Oleos, je pensais que c'était plutôt autour des 3000 agriculteurs déjà lancés, mais je suis optimiste. Donc, mais on est plutôt en dessous des 5000 à 6000 agriculteurs qui sont lancés dans un programme carbone. Mais de ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas des agriculteurs tant frileux que prudents finalement. Ils veulent savoir où ils vont. Oui, c'est plutôt pas mal. Allez-y, Katia. Effectivement, ça vient compléter en fait. C'est qu'on a peu de gens qui sont effectivement engagés dans une démarche de labellisation, mais c'est une réflexion, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément la réflexion carbone, justement. Et donc, tout le défi, en fait, ça va être d'amener dans la pensée collective des agriculteurs que quand je pense agronomie, que je pense système de culture, et ben en fait, tout ça, c'est relié à des actions en lien avec la biodiversité, le carbone, etc., etc. C'est ce lien qui manque, et effectivement, il y a peu d'informations, donc c'est pour ça que il y a les organismes de stockeurs qui se font relais d'informations, les chambres d'agriculture, je presse pour ma paroisse, mais on se fait relais d'informations. Donc c'est en train d'arriver, le label est tout neuf aussi, donc pour relayer l'information, il faut déjà avoir nous compris l'information, on en est où est-ce qu'on a tâtonné. Donc là on arrive à un cadre qui est un peu plus posé, on commence à vraiment pouvoir relayer cette information, expliquer concrètement le carbone, quels sont les tenants aboutissants, bien que tout ne soit pas fini, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il y a la Climate Agriculture Alliance qui se met en place, il y a d'autres concurrents, si on veut, ou partenaires. Enfin, pour un agriculteur, ça lui fait plusieurs options. Mais on va en parler. Mais moi, je voudrais justement, concrètement, aujourd'hui, comment je suis agriculteur, je veux valoriser mes pratiques durables. Comment je fais ? Je vais voir qui et je fais quoi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interlocuteurs. On l'a vu, nous, on est une proto-interprofession du carbone, donc c'est rassembler y compris des concurrents. Vous voyez, rien que sur cette slide, tout à l'heure, on avait 9 intervenants. Il y a évidemment France Carbone Agri Association qui est porteur de projet et qui d'ailleurs est partenaire avec des membres de l'Alliance, que ce soit pour les outils de mesure ou pour la vente de ces crédits carbone. Donc il y a beaucoup d'offres, mais pour un agriculteur, déjà il faut se poser quelques questions. C'est est-ce que je souhaite engager mon exploitation en entier ou non? Là, on a des offres qui existent sur les filières liées à des cultures ou liées à des parcelles. Est-ce que je souhaite m'engager pour 5 ans ou est-ce que je souhaite commencer à essayer peut-être quelque chose comme Oleos ou alors à la culture sur des durées plus longues? Donc, qu'est-ce que je souhaite faire, moi, en tant qu'agriculteur? Et enfin, est-ce qu'on est prêt à mettre en place, de quel besoin d'accompagnement stratégique et agronomique j'ai besoin. Et là, une fois qu'on sait un peu ses limites, ses connaissances, ses envies d'y aller piano ou un peu plus vite, ou moi si je fais c'est toute l'exploitation ou rien, ou alors non, moi si c'est plus de la moitié de l'exploitation, j'y vais pas. Donc là, ça va déjà faire le tri dans ces interlocuteurs. Et ensuite, on valorise. Et ensuite, on va les rencontrer, ces gens-là, pour voir quelles sont leurs offres concrètement. Ouais. Et puis, en plus, il y a des conseils sur le terrain qui sont capables de Mais dans les le même accompagner. temps, face à cela, on l'a dit tout à l'heure, moins de 0,1% des crédits carbone sont générés aujourd'hui par le secteur agricole. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des acheteurs pour ces crédits carbone? Alors, il y a des acheteurs, on en cherche toujours plus. Pour l'agriculture. C'est en train de... Là, on a connu une phase, en discutant justement dans l'interprofession avec certains acteurs du carbone, ils ont connu une phase assez récemment où ils cherchaient des agriculteurs. Là, vraiment, j'ai déjà les acheteurs et maintenant, il faut que je trouve des agris pour s'engager. Donc, c'est un peu avec des petits effets de seuil. Donc, c'est des tensions particulières sur un projet, un acheteur. Je peux citer quelques acheteurs, notamment comme Advance, qui est leader de la cybersécurité en informatique. Ce sont des entreprises qui ont pris la décision, parce qu'ils ont une vocation long terme, et c'est des entreprises qui ont une vision sur cet aspect-là. Ils se sont dit, moi, je veux faire une entreprise, je veux compenser. Moi, je ne peux pas être neutre complètement en carbone. J'ai des serveurs, des gens qui se déplacent. Je ne peux pas stocker du carbone. Donc, si je veux être neutre, il faut que je fasse de la compensation. Ils ont dit, moi, ce sera avec l'agriculture. Il y a un fils d'agriculteur à la tête. Il dit 100% de mes émissions pour mon entreprise de 400 collabs doit être compensé par l'agriculture en France, en local. Il y a d'autres entreprises comme Christian Dior qui a dit, nous, on a surtout les déplacements des gens en avion.
On organise tous les ans notre gros séminaire pour qu'on se rencontre. Et ben, le premier séminaire, là, ils ont dit, moi, ce séminaire, je veux qu'il soit neutre en carbone. Ils ont choisi l'agriculture, le local. En plus, ils font des parfums. Ben, pour ça, il faut de l'alcool de betterave. Donc il y a quand même aussi un lien avec l'agriculture. Et finalement, c'est souvent par ce lien avec l'agriculture, soit fils d'agriculteur, soit... Et là, on commence à en trouver des acheteurs par ces biais-là. Et après, il y a beaucoup d'autres entreprises qui achètent. Le frein qu'on commence à rencontrer, c'est ce côté, moi je suis une entreprise internationale, je veux un seul modèle pour toute l'Europe, toute zone Europe, Middle East, Africa. Ben là, tout de suite, ça devient un peu plus dur, le choix devient plus compliqué. Mais vous nous avez dit que c'était possible. Alors on va faire aussi un pas de côté avec vous, Élise Bourmeau, parce qu'il y a un truc injuste aussi c'est pour les bons élèves. Ceux qui ont des pratiques durables depuis des années n'ont pas la possibilité de les valoriser aujourd'hui. Alors expliquez-nous pourquoi. C'est assez simple, ça s'explique en fait agronomiquement, parce qu'il est plus facile de partir d'un sol très pauvre en matière organique et dépourvu de matière organique pour le rehausser. Les premiers efforts vont être plus payants que d'aller gratter les derniers efforts, les derniers pourcentages ou pour millième de matière organique. Et ça, le label bas carbone a d'abord été conçu dans son acception, dans son montage, pour embarquer et pour massifier donc les agriculteurs qui n'ont pas encore été, entre guillemets, les bons élèves du carbone, mais qui sont bons élèves par ailleurs sur d'autres champs, la biodiversité, etc. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre constat, c'est que les labels qui sont très mis en avant par le ministère de l'Agriculture depuis quelques années, qui sont le HVE et le label bio, embarquent que très peu le carbone. Le bio a pour lui d'utiliser pas de fertilisants minéraux, mais à part ça, ça a plutôt un effet déstockeur de matière organique. Le HVE n'a aucun paramètre carbone aujourd'hui. Donc finalement, l'idée c'est plutôt de dire ceux qui ont choisi l'agriculture de conservation, qui n'est qu'un label rémunérateur aujourd'hui vraiment, etc., aujourd'hui ne sont pas bien servis par le label bas carbone, quoique les premiers débriefs, les premières études, la nôtre mais aussi d'autres, ont permis de faire prendre conscience au ministère de l'écologie et de l'agriculture de ce point-là. Et par exemple, si on cite encore un autre acteur qui est Solénat, adossé à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, je crois, cet acteur-là qui a élaboré la méthode HAIE, qui, elle, peut s'appliquer à pas mal de types d'agriculture. Cette méthode-là, pareil, ne rémunérait pas les bons élèves. Or, il a été, je crois, aménagé récemment pour qu'une prime forfait soit versée à ceux qui avaient déjà un bon métrage, un bon linéaire de haies, mais qui, par contre, s'arrangent pour qu'ils ne dépérissent pas et qu'ils l'entretiennent. Et donc, c'est une prime au co-bénéfice, puisque tout à l'heure, on a dit le carbone dans les sols, ce n'est pas une fois en soi, c'est un levier. Les haies, c'est aussi un levier. Elles ont disparu du paysage français à la faveur de la politique agricole commune de l'après-guerre pour mécaniser l'agriculture, pour faire des plus grandes parcelles. Il est urgent d'en remettre parce que ça stocke, mais ça apporte aussi une protection par rapport aux aléas. Ça va protéger du vent, ça va amener de l'ombre aux animaux, ça va amener des oiseaux, donc mettre peut-être moins d'insecticides parce que vous avez des oiseaux qui reviennent à proximité. Et donc, tous ces co-bénéfices, c'est vraiment une spécificité que le label bas carbone, je crois, peut embarquer à chaque fois où on le révise, où on réaménage les méthodes, parce que c'est quelque chose qui est vivant. Et c'est pour ça que les agriculteurs ne doivent pas attendre, à mon sens, pour se lancer. Ils en retrouveront toujours un bénéfice pour eux, pour leur résilience de leur exploitation, mais aussi il faut qu'ils fassent remonter toutes ces informations par tous les acteurs qu'on vient de citer, qui sont là et ailleurs, en France, partout, de façon à ce qu'on fasse continuer à faire évoluer en mieux le modèle français et le porter au niveau européen pour que justement les plus grands groupes aient envie de jouer la carte européenne en fait et investir au niveau de la contribution carbone européenne. Alors on poursuit cette dernière partie avec vous, François Dufour, justement de chez Corteva Agriscience. Comment faire pour embarquer les agriculteurs? Vous êtes vous-même agriculteur. Qu'est-ce qui permettrait d'accélérer cette dynamique? La réponse, pour moi, elle vient un peu d'être donnée. C'est vraiment pouvoir valoriser, ne pas faire du carbone une fin en soi, mais vraiment voir tous les co-bénéfices que ça peut apporter, ce changement de système de culture dans sa globalité. Les agriculteurs font déjà beaucoup de choses en mettant en place des couverts ou en limitant le travail du sol. Et avoir en tête que le changement de pratique va permettre d'augmenter le taux de matière organique, d'être
d'être du coup plus résilient à l'avenir au niveau des aléas climatiques qu'on a et dont on peut souffrir actuellement. Oui. Et vraiment avoir ça en tête et que le carbone derrière permettra... alors aujourd'hui on est peut-être on parle de rémunération, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est sur une compensation financière, à la limite s'il y a un projet qui est mené. Mais d'un point de vue agriculteur, c'est sûr qu'il y a une attente sur le prix de cette rémunération. Oui. Il faut, voilà, La structuration de l'offre et de la demande aussi. C'est ça. Oui. Et il faut que les choses se mettent en place, mais si on veut se lancer et aller assez vite, il faut avoir en tête vraiment ces co-bénéfices sur la biodiversité, l'amélioration de la structure du sol, la qualité de l'eau. C'est des enjeux auxquels il faut faire face aujourd'hui. Et voilà. Et après, il y a une autre partie, je pense que c'est peut-être plutôt Anaëlle qui en parlera, mais c'est l'aspect administratif, la paperasse, comme on peut dire, sur l'interopérabilité des systèmes d'échange de données, qui aujourd'hui peut faire un peu peur au départ aussi, parce que ça nécessite un peu de saisie. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Quand on pose les questions, effectivement, en enquête aux agriculteurs, la peur qui revient, c'est la peur de cette complexité administrative, la peur d'avoir à répondre à 120 questions de plus. Déjà, on n'est pas fan de faire un cahier de fertilisation, un registre phyto, un plan de fumure prévisionnel. Et après, on leur dit, attendez, mais là, tu as mis que les phytos et les engrais, c'est que les amendements. Derrière, tu as toutes les interventions par parcelle. Donc, il y a cette petite peur qui arrive. On peut la comprendre. Parce que voilà, du moins, quand tu as... déjà sur le dos. En Nord-Isère, tu peux avoir 120 hectares pour 130 parcelles. Oui. Donc tu dis, le devenir des résidus de paille sur 130 parcelles, ça va me prendre un peu de temps. En plus, ce n'est pas toujours la même chose. Par contre, il y a déjà en agriculteur, il a 42 itérations dans sa carrière. Il va récolter 42 fois. Le réchauffement climatique, à la vitesse où ça va, c'est assez rapide. On n'est qu'à plus 1,2. On est sur une trajectoire à plus 2,7, c'est ça à peu près, au moins. Et déjà, si tout va bien. Et donc, plus 2,7, c'est pas linéaire. Hein. Donc, on va s'en prendre un peu de rue sur le carreau, là. Et donc, si on veut avoir des sols qui résistent, les autres bénéfices agronomiques, en Amérique du Nord, quand ils ont mis en place ça, ils ont passé parfois de une récolte tous les 2 ans, en captant de l'eau, en stockant de l'eau, à maintenant une récolte tous les ans. Grâce au bénéfice du stockage de l'eau, rien que ça. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Oui, alors même question pour vous justement, Émilie Hall de chez CEPOL. Je crois que vous avez une solution. Comment fait-on pour mobiliser en masse autour de cette dynamique bas carbone ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une solution, mais on a un enjeu de temps là qui nous presse, puisqu'il y a des évolutions réglementaires qui sont en cours autour de la comptabilisation du stockage du carbone, notamment dans le cadre de la solution Oleos. Et pour ça, en fait, nous, on demande aux agriculteurs de déclarer dès aujourd'hui et jusqu'à ce soir, quasiment. On est sur il reste quelques jours. Il reste quelques jours avant la publication du texte, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que les agriculteurs aient déclaré leur engagement dans des pratiques d'agriculture de conservation, de réduction du travail du sol, d'amendements organiques avant cette nouvelle règle du jeu qui se met en place. Et ce serait vraiment dommage en fait de ne pas pouvoir bénéficier de cette valorisation juste parce qu'on n'a pas déclaré. Et là, pour le coup, c'est certes une étape administrative supplémentaire, mais qui est très facile. Ils font ça où ? Ils font ça en ligne sur le site Oleos. Il y a la déclaration des pratiques qui est possible, quelques clics et une signature électronique. 3 minutes maximum garantie. Donc vous pourrez vous y rendre dans quelques minutes. Alors je voudrais souligner aussi parmi les autres solutions qu'il existe aussi France Carbone Agri Associés qui concerne toutes les filières. C'est donc une plateforme mise en place par la profession qui permet d'agréger les crédits carbone générés par les agriculteurs et qui fait aussi l'interface avec les acheteurs. Mais on a aussi d'autres plateformes comme Terre à Terre, Carbon Farmers, Rise ou Stock CO2 pour une meilleure mise en relation entre projets et financeurs. Alors le mot de la fin, il est pour vous, Katia. Katia Sanson, femme de terrain de la Chambre d'agriculture de l'Oise. J'insiste, on sait que le cadre réglementaire de l'Europe va tomber fin 2022. Est-ce que ça vaut le coup là, de se lancer dans une démarche bas carbone ? On l'a déjà un peu dit tout au long des échanges, mais on pense tous ici qu'il ne faut pas attendre la réglementation. De toute façon, on n'agit jamais, on n'agit jamais bien sous la contrainte. Alors qu'il y a plein d'avantages qui sont agronomiques à se lancer dans des réflexions plus durables en fait. On n'est même pas obligé de parler de stockage de carbone, on peut juste parler de résilience de son exploitation à la sécheresse,
aux aléas climatiques du type la grêle qu'on a eu il y a 1 an et demi. Enfin, ce genre de choses, ça ne va pas se résoudre tout seul. Il y a plein de leviers qui existent, qui, il se trouve, collent avec l'objectif carbone national et européen, donc autant les utiliser tout de suite. Et ce n'est pas en s'attendant chacun les uns les autres qu'on va avancer, il faut y aller. Vous avez plein d'avantages agronomiques à faire des couverts à forte biomasse, à diminuer votre fertilisation minérale, surtout quand on a vu le prix monter cette année, c'était assez affolant. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à se tourner vers de la fertilisation organique. Et c'est là aussi qu'on a vu qu'on avait un gros manque de stock de fertilisation organique. Donc ce sont des éléments sur lesquels on peut travailler, qui se trouvent avoir un effet bénéfique pour le carbone. Et alors je voudrais juste faire un point, parce que depuis tout à l'heure, on prend l'exemple des gens qui sont en agriculture de conservation des sols. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de... Si vous n'êtes pas en agriculture de conservation des sols, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas stocker du carbone. En fait, on prend cet exemple-là parce que ce sont des gens qui font déjà beaucoup de biomasse, beaucoup de matière organique au sol. Donc c'est l'exemple facile, en fait. Pour s'il fallait donner un cliché, c'est un peu celui-là. Mais vous ne faites pas de l'agriculture de conservation, vous pouvez quand même restituer vos pailles, vous pouvez quand même faire des gros couverts sans qu'ils fassent 6 tonnes de matière sèche. Mais plus qu'1,5, c'est déjà quelque chose. Non, mais ce n'est pas une blague, c'est déjà quelque chose, il faut commencer quelque part. Et vous aurez des bienfaits agronomiques pour vos cultures derrière. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder en tête et sur lequel il faut travailler. Merci beaucoup à vous 5. C'est la fin de ce premier temps d'échange. Place désormais à vos questions. Et elles sont nombreuses. Alors la première question, je la vois sur l'écran. Est-ce que dans les réflexions sur la captation, séquestration du carbone, des réflexions sont liées et également les réflexions liées à l'azote organique sont intégrées, avec l'objectif de prise en compte des 2 cycles pour maximiser la séquestration? Alors moi, je ne la comprends pas bien, cette question. Est-ce que vous la comprenez? Alors, Élise, allez-y. Alors, ce que je voulais dire en conclusion, et ça fait le lien avec cette question, c'est que l'agronomie, on est encore en train de progresser. Et par rapport à cela, nous, Ça veut dire quoi? Parce que vous pouvez nous traduire? En fait, l'agroécologie et donc la transition agroécologique, il y a 3 piliers pour la faire. C'est jouer sur la biodiversité, c'est jouer sur les infrastructures agroécologiques. Oui. Donc les infrastructures agroécologiques, c'est les fossés, les haies, etc. La biodiversité, c'est à la fois intra-espèces, inter-espèces et dans l'écosystème, biodiversité cultivée, biodiversité sauvage. Et puis, on arrive à boucler, le 3e pilier, c'est boucler les cycles bio-géochimiques. Et donc, c'est boucler le cycle du carbone, boucler le cycle de l'azote, boucler le cycle du phosphore, plein d'oligo-éléments. Et ça veut dire rentrer dans une bioéconomie circulaire et respectueuse du vivant. Et donc, la question, c'est que souvent, on a raisonné par silo. Et donc, on a approché souvent le label bas carbone par le carbone sans forcément... Ces méthodes, elles se sont montées vite, je crois, en moins de 2 ans, avec des instituts techniques, avec l'INRAE. Et on se rend compte qu'il y a encore des points à améliorer, parce que Greenflex n'accompagne pas que les ministères. Loin de là, au quotidien, on accompagne beaucoup plus les entreprises et les coopératives agricoles. Et je peux vous dire qu'elle est en route, la transition agroécologique et celle du carbone vivant, puisque je vois des agriculteurs qui utilisent de l'OLE-100, d'autres qui font du colza bas carbone, d'autres qui font du label bas carbone et qui viennent nous chercher pour savoir comment embarquer leurs agriculteurs en amont et les aider financièrement. Et on commence à buter sur des questions de ce type-là parce qu'on pense par exemple que dans la méthode grande culture, ce qu'on est en train de chercher avec tous les acteurs de la Climate Alliance, la question de l'azote n'a pas forcément encore été bien traitée parce que parfois on est pénalisé si on utilise un compost alors même qu'on sait que ça va quand même avoir des vertus agronomiques. Donc il y a encore des points à clarifier et je crois que même l'INRA travaille beaucoup sur ces questions d'azote liées au carbone. Donc, il faut rester en contact, se tenir à la page. Et c'est aussi avec les agriculteurs qui sont en Living Lab, qui sont sur le terrain, qu'on va faire remonter ces informations en déployant ce label bas carbone. C'est la meilleure façon de se renouveler. Alors, il y a une question pour vous, Katia. Je sais que vous êtes notamment chargée de réaliser des bons diagnostics carbone sur les exploitations. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment ça se passe concrètement, un diagnostic? Alors, pour la partie grande culture, parce qu'en élevage c'est un peu différent, mais pour la partie grande culture, l'idée du bon diagnostic carbone, c'est de faire un diagnostic T0 qui prend en compte la moyenne de vos pratiques sur les 3 années précédentes, du jour J. Donc ça veut dire qu'il faut préparer pour 3 ans précédents
tous vos assolements avec les rendements en question. On a besoin, et c'est très important, de vos données sol en fait, parce qu'en fonction du type de sol, le potentiel de stockage carbone il varie du simple au triple. Donc il faut des données sol qui soient très précises. Donc on parle sur des argiles décarbonées. C'est un truc un peu spécifique, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande d'autre? On vous demande, c'est déjà pas mal, on vous demande aussi de savoir votre consommation d'énergie fossile. Alors soit vous avez votre bilan en financier que vous pouvez convertir en litrage ou en kilowattheure par exemple, soit dans ce cas-là il faut faire la liste de toutes vos interventions. Alors que vous ayez fait de vous par parcelle, par culture, ou que des tiers soient venus faire chez vous, parce que dans votre bilan rentrent les actions que vous faites faire par des tiers. Et par contre, on enlève les actions que vous faites pour des tiers. Donc c'est pareil, ça demande d'avoir une bonne notion, une bonne connaissance et une bonne traçabilité de vos actions. Parce que en fait, l'idée, c'est d'être le plus proche possible de ce que vous avez vraiment fait, pour qu'on ait ensuite une simulation la plus réaliste possible sur quand vous changez tel ou tel paramètre, qu'est-ce que vous allez pouvoir augmenter comme capacité de stockage ou comme réduction d'émissions de GES. Alors que si on n'a pas ces données très précises, on va devoir faire des approximations. En fait, il y a des scénarios de référence typiques, on va dire, et dans ce cas-là, ça ne collera pas précisément à votre exploitation. On pourra quand même faire un bilan, une estimation. Vous pourrez quand même déposer un projet si la simulation est intéressante. Mais il y a des rabais, en fait. Si on ne colle pas précisément à vos pratiques, on est sur un thème générique, donc on ne sait pas exactement ce que vous faites. Donc forcément, derrière, on fait des rabais par rapport à ceux qui ont effectivement tout le... Donc c'est mieux d'avoir tous ces éléments. Ça dure 2 jours ou un diagnostic? Le diagnostic en vis-à-vis, ça dure... ça dépend comment ça se passe avec la personne, mais si on fait ça sous forme de discussion, et c'est le mieux, c'est plutôt 2 heures. D'accord. En sachant qu'on discute de qu'est-ce que vous envisagez derrière, pour que derrière les simulations soient pertinentes et que le conseiller ne soit pas tout seul à vous dire j'ai décidé qu'on allait faire ça, sauf qu'en fait dans l'histoire c'est vous qui faites les choses, c'est vous qui décidez, donc c'est mieux d'en discuter. Et puis après ça peut être plus long selon les besoins de la personne. S'il y a derrière un besoin d'un accompagnement, de précision, de revoir des choses, le conseiller il est là pour vous accompagner, l'idée c'est pas de vous lâcher comme ça. Alors le nerf de la guerre, ça coûte combien? Alors, c'est tout le problème qu'on a, c'est que en fait, actuellement, les bons diagnostics carbone, c'est un projet qui est financé par l'ADEME. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 90% du prix du diagnostic qui est pris en charge par l'État. 90%. 90%. Et à l'agriculteur, il lui reste 10% à payer. Donc, ça équivaut à environ 200 € selon différentes options qui existent pour les grandes cultures. Pour l'élevage, il y a un peu le même principe. Il y a pareil des projets qui existent. Alors il y a le bon diagnostic carbone en élevage, mais il y a aussi le BIF carbone et d'autres éléments qui permettent de financer ces diagnostics. Parce que s'il n'y a pas ce financement, dans ce cas-là, vous pouvez toujours demander à faire un diagnostic, mais c'est de votre propre poche et ça coûte environ 700 € à la louche quand on est en élevage, par exemple. Et donc c'est là qu'on soulève un petit problème, c'est que actuellement on a une incitation forte de l'État pour lancer ces diagnostics parce que ça a un intérêt, savoir où on en est agronomiquement, qu'est-ce qu'on peut évoluer, ensuite peut-être faire du crédit carbone. Mais le jour où ce projet s'arrête, s'il n'y a pas derrière une aide financière pour réaliser ce diagnostic, effectivement ça peut chiffrer un peu haut. Et donc, toute la question, c'est comment on fait pour que le système reste pérenne, que les gens continuent de s'intéresser au sujet, à vouloir faire le point sur leurs pratiques, et que derrière, on puisse les accompagner financièrement, techniquement, de la bonne manière. Alors, le bon carbone, le diagnostic bon carbone, ce ne sont pas que pour les sols installés désormais, ça c'est ouvert. Non, oui. Alors avant, c'était uniquement pour les personnes installées depuis moins de 5 ans, mais depuis février-mars 2022, c'est élargi à l'ensemble des exploitants agricoles, en sachant que c'est un projet qui se termine à l'été 2023, enfin mi-été 2023. Donc il faut se passer. Donc il faut se presser. Il y a encore des places qui sont possibles, mais il faut se presser. Alors une autre question, je vais tenter de vous lire. Alors parmi les co-bénéfices que vous citez figure le renforcement de la résilience aux aléas climatiques. Est-ce que celui-ci a été précisément mesuré via un protocole scientifique? Qui pour répondre? Alors, Anaël, Viva.
Alors l'étude, j'ai oublié le nom de l'étude, par contre c'est une étude menée aux US sur Aux États-Unis, donc. Voilà, pardon. L'impact sur la capacité de stockage de l'eau supplémentaire avec 1% de matière organique. Leur conclusion, alors c'est des sols qui sont un tout petit peu différents, mais ça reste quand même assez transposable, notamment la matière organique a toujours ce même effet d'éponge. Dans leur cas, on conclut sur 22 mm, l'équivalent de 22 mm d'eau gagnée par pourcentage d'augmentation de taux de matière organique. Donc il y a des sols qu'on a pu faire progresser de 2-3% de matière organique, 3%, 66 mm d'eau gagnée, c'est énorme sur l'été, parce que c'est les 2 tours d'eau qui nous manquent pour avoir... Et après l'érosion des sols, on se situe entre 10 et 20 tonnes de potentiel de perte de sol par an dans certaines conditions. Et là, quand on est sur un couvert végétal permanent, des structures bien stables, c'est 10 et 20 tonnes et on ne les perd pas. Donc là, c'est quand même des bénéfices assez importants en termes de volume. C'est une question pertinente parce que l'affaire dans l'agroécosystème européen, ça aurait quand même beaucoup de sens à l'époque où on est en train de réfléchir non seulement à la certification de la séquestration carbone, mais aussi à une stratégie nouvelle sur les sols. J'ai hélas connu un projet de directive cadre sol dans les débuts des années 2000 qui n'a jamais vu le jour, qui identifiait, sans parler de climat, qui identifiait déjà des problèmes d'érosion, de manque d'eau. Donc il y a déjà une prise de conscience qui était là au début des années 2000. Il semblerait que le levier carbone, parce qu'il y a du financement et parce qu'il y a cet enjeu et un prix du carbone international, puisse refaire ressortir ces questions. Mais je trouve qu'elle est très pertinente et que les chercheurs devraient s'en saisir pour aller plus en finesse, voir toute la résilience qu'apporte sur nos sols et les différents types de sols aussi. Oui, parce que la granulométrie, la texture du sol... Pas pareil dans un sable et dans une argile. Les chercheurs. Ou les agriculteurs, ils savent. Alors on poursuit avec une autre question. La disparité des coûts des crédits carbone évoqués en France est-elle également présente à l'échelle européenne ? Oui, de la même façon, vous êtes tous d'accord là-dessus. Oui. Le marché, il oscille entre effectivement 7 hors de l'Europe à plus de 100. Mais vous comprenez, de l'extérieur, on se dit comment ils évaluent ça alors ? Comment il peut y avoir autant de disparités ? Un marché, c'est toujours un acheteur, un vendeur. Et du coup, il y en a certains qui voient vraiment ce côté co-bénéfice avec le lien avec l'agriculture. Et du coup, ils disent, moi, c'est pas grave, j'ai pas des centaines de millions de tonnes à acheter, donc 100 € la tonne, ça me va. Donc c'est un marché, ce prix existe. Puis il y en a certains, ils disent, moi, je veux de la masse et je veux acheter au moins cher. Donc ils vont chercher des systèmes beaucoup moins chers. Mais si je puis me permettre, une des conclusions de notre rapport, c'est que peut-être que si on n'arrive pas à faire suffisamment se rencontrer l'offre et la demande, articuler des fonds publics et des fonds privés va être nécessaire pour permettre de massifier. C'est-à-dire que dans un cas, c'est le consommateur qui va payer via, par exemple, les primes filières. Dans un autre cas, ça peut être France Relance qui a financé, par exemple, les plants pour planter les haies, alors même que le label bas carbone, en respectant le principe d'additionnalité, c'est-à-dire ne pas financer avec de l'argent public des choses qui sont déjà financées par le privé. Dans ce cadre du label bas carbone, on va venir financer l'entretien des haies, par exemple. Et donc, il est extrêmement important d'imaginer, je pense, que demain, les politiques publiques se réemparent du financement, que ce soit à travers des systèmes de fiscalité incitative, que ce soit à travers des systèmes qui vont inciter les entreprises, voire même les contraindre à avoir une stratégie bas carbone, à faire un bilan carbone 3 scopes et à ce qu'elles s'engagent à contribuer carbone en Europe. Et peut-être même à travers des politiques agricoles communes qui pourraient venir apporter un complément salutaire. Par exemple, si on estime que les sols doivent être couverts, mais que les semences de couverts ou d'interculture coûtent cher, que ça vienne les aider à acheter ces semences. Donc il faut accepter de réouvrir sans doute un peu les boîtes de Pandore et de la simulation pour articuler politique publique, fiscale avec le marché libéral, probablement. Oui, la France est prête visiblement quand on vous écoute pour ça. Une question pour vous, Émilie Hall de CEPOL. Pouvez-vous nous redonner les pratiques qui vont permettre de valider que la graine peut être qualifiée de durable ? Alors déjà, elle doit être cultivée sur des parcelles durables. Oui. Donc ça, c'est pas de prairies retournées, par exemple. Ensuite, on a les pratiques liées aux émissions. Et donc là, on essaye de diminuer au maximum les apports d'azote d'origine minérale. C'est le premier levier côté émissions. Et côté stockage, on va avoir l'apport de matière organique. Donc, c'est un peu un corollaire de la diminution de l'azote minéral, la réduction du travail du sol et la mise en place de couverts végétaux. Ça va être les 3 gros leviers
qui nous permettent d'être le plus durable possible. Et c'est très clair. Une autre question, je pense que c'est pour vous, Élise Bourmeau. L'Europe doit donc fixer un cadre réglementaire d'ici la fin 2022. Est-ce qu'il est susceptible de rendre ces démarches bas carbone obligatoires sur les exploitations ? Alors, tel que je le comprends aujourd'hui, non, parce qu'on parle de démarche d'encadrement de la certification. Quand on parle de certification, on parle de la méthodologie qui va permettre de certifier le sérieux de la séquestration. Donc je ne pense pas que ça puisse rendre obligatoire le phénomène. Par contre, il peut y avoir tout un tas d'autres politiques publiques qui incitent à la mise en œuvre de la séquestration sans forcément la rendre obligatoire. Et donc à ce moment-là, la méthode de certification adoptée par l'Europe permettra à elle de compter de la même façon et pas de confondre les choux et les carottes, pour être simple. Mais voilà. Alors justement, une question qui est en lien également. Si je fais mon diagnostic carbone aujourd'hui et que le cadre réglementaire européen n'intervient qu'en 2022, les efforts réalisés ces 6 derniers mois seront-ils pris en compte ? Ça, il faudrait être... Difficile de le savoir ? Au début, on nous disait non. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un frein de lancer, parce que si je me lance et qu'en fait je commence à faire des choses qui ne me servent à rien derrière, c'est dommage. Qu'est-ce que plus tard J'aurais tendance à dire que c'est aux politiques français de défendre le modèle français au niveau de l'Europe pour faire valoir le fait que la France, comme on disait, n'était pas la dernière, et donc lui reconnaître ça et permettre des passerelles. Et donc c'est à la fois à travers la Climate Alliance, en s'associant et en nous parlant tous, même si parfois on peut être concurrents au quotidien, qu'on va réussir à porter le modèle français. Pour ça, les Allemands sont très forts en général en relations institutionnelles. Il faut qu'on fasse aussi bien qu'ils l'ont fait sur la batterie électrique, il faut qu'on le fasse sur le carbone agricole. Et ce sera La stratégie d'influence. Et ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ces rencontres carbone dédiées à la transition vers une agriculture bas carbone. Alors j'espère que ce débat a permis de répondre à quelques-unes de vos questions. Merci à vous tous pour vos précieux éclairages. Merci aussi aux équipes du groupe France Agricole et en particulier à la Factory. Je pense à Jonathan, Virginie, Angélique, Mathilde et tous les autres qui travaillent d'arrache-pied depuis des semaines pour nous faciliter la vie sur ce plateau. Merci enfin à vous tous qui avez suivi ce débat depuis vos écrans, très nombreux, ou ici à Beauvais, dans les locaux d'Isagri. Vous pouvez revoir cette conférence, vous pourrez la revoir sur le site de la France Agricole, www.lafranceagricole.fr. À très bientôt pour de nouvelles rencontres du groupe La France Agricole.